Retournons, mesdames et messieurs, alors à notre sujet. À New York, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui avait immédiatement condamné les frappes israélo-américaines, a ensuite condamné toutes les frappes, ou plutôt dans les mêmes termes, celles de l'Iran dans la région du Golfe. Selon lui, l'action militaire présente, on peut dire, le risque de déclencher une série d'événements que personne ne peut contrôler dans la région. On peut dire la plus volatile du monde. Guterres a réclamé un cessez-le-feu immédiat. Toujours en ce qui concerne la guerre israélo-américaine contre l'Iran, le Croissant Rouge iranien a également annoncé que plus de 20 provinces dans les 31 que compte l'Iran ont été touchées par les frappes israélo-américaines. Il a ensuite ajouté la mort de plus de 200 personnes et la blessure de 747 autres dans les frappes à travers l'Iran. Le pouvoir judiciaire a fait notamment état d'au moins 108 morts dans une école de filles. Et on a vu comment les frappes américaines, israéliennes ont commencé par le bombardement qui a touché cette école. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, qui va nous jeter la lumière sur la situation actuelle. Bonjour, Votre Excellence, Monsieur Medhat El-Miligui, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, tout d'abord, on a vu comment les États-Unis ont déclaré dimanche que les États-Unis vont mener une frappe lourde qui n'a jamais été vue contre l'Iran si il y aura on peut dire une réponse, une riposte iranienne à la tuerie du guide suprême Ali Khamenei. Comment voyez-vous cette déclaration faite tout d'abord par les États-Unis? Alors, je préfère analyser la situation en sa globalité, en sa totalité. Oui. Je pense que nous assistons aujourd'hui à un moment vraiment charnière dans l'histoire du Moyen-Orient. Les événements des dernières 24 heures ne constituent pas simplement une escalade militaire entre Israël et l'Iran, ou, si je peux dire, Israël et certainement les États-Unis d'un côté et l'Iran de l'autre. Ils traduisent d'une manière ou d'une autre une reconfiguration stratégique profonde de l'équilibre de forces dans toute la région du Moyen-Orient. Ce qui s'est produit était prévisible dans sa logique, mais pas nécessairement dans son ampleur. Parce que les frappes israéliennes, soutenues politiquement et stratégiquement par les États-Unis, ou disons vice-versa, les frappes américaines soutenues par Israël, à la fin du compte, c'est le même temps, ont visé les infrastructures sensibles en profondeur du territoire iranien. Oui. Que ce soit les installations qui sont liées au programme nucléaire, les centres militaires, structures de commandement, autres. Mais permettez-moi, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, je m'excuse, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, mais on a vu que les installations nucléaires n'ont pas été frappées jusqu'à maintenant, grâce à Dieu. Mais alors, comment est-ce que les États-Unis ont mené ces frappes et ils n'ont pas touché même la région autour de ces installations nucléaires ou même les installations même? C'est la préparation de la scène. Vous savez, comme une pièce de théâtre, on prépare la scène pour qu'on puisse assister. D'ailleurs, je trouve que, pour être honnête, ça fait plus d'une décennie que Benjamin Netanyahou a construit son discours politique autour de l'idée que l'Iran est distancé meilleur qu'Israël. À plusieurs reprises, que ce soit à l'ONU ou avec les autres, ou avec les Américains, il a parlé sur le programme. Il a opposé frontalement l'accord nucléaire déjà conclu avec l'ancien président Barack Obama et les autres. Alors, ce que je veux dire, que aujourd'hui, c'est finalement Israël réalise son rêve et son désir depuis des décennies de détruire la force iranienne. Je pense que un élément qui est vraiment particulier au niveau de
de cette guerre, c'est la disparition au premier jour du guide suprême Ali Khamenei. Nous faisons face à ce que je peux qualifier d'un séisme politique majeur, de la plus grande et la plus haute autorité du pays dès le début du conflit. Oui. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi, comment voyez-vous, puisque vous avez mentionné ce sujet, comment voyez-vous, on peut dire, le second jour en Iran, notamment après, on peut dire après le meurtre de Ali Khamenei. Comment voyez-vous l'Iran en ce moment? Alors moi, il y a plusieurs points à analyser. Le premier, c'est que je trouve qu'il y a une faute iranienne très importante, c'est que attaquer les pays arabes, qui à un certain moment étaient neutres d'un côté ou d'un autre durant cette guerre, mais maintenant ils ont fait des ennemis de ces pays arabes en attaquant les pays du Golfe, même si par raison qu'il y a des bases militaires américaines là-bas, ne suffit pas pour attaquer les pays du Golfe. Par exemple, on a vu l'aéroport de Dubaï, des sites à Abu Dhabi qui n'ont rien à voir avec des installations militaires. Et je trouve que ça, c'était une faute stratégique de l'Iran qui doit au moins avoir des alliés ou même des neutres autour d'elle. Et ça, c'était une faute. La deuxième, je trouve qu'on doit bien voir les objectifs stratégiques des États-Unis et Israël. On peut nommer 3 ou 4. Premièrement, neutraliser d'une manière durable le programme nucléaire iranien, affaiblir totalement l'infrastructure militaire et économique du pays, éroder la confiance de la population envers ses dirigeants. Et je pense que c'est un point très important parce que le front interne iranien n'est pas le meilleur. Il y a beaucoup de trahison et je pense que l'Iran n'a pas vraiment appris de ce qui s'est passé la première fois durant la première guerre des 12 jours. On a eu beaucoup de dirigeants, beaucoup de scientifiques nucléaires qui ont trouvé leur mort et malgré cela, il n'y a pas eu une protection suffisante même pour le suprême guide de la révolution iranienne. Et je trouve ça assez absurde que l'Iran a laissé son leader principal être tué aux premières heures de la frappe. Oui. Alors, il y a beaucoup de fautes stratégiques de la part de l'Iran et je trouve que cela peut créer une certaine pression interne qui peut être susceptible à un certain niveau de modifier le comportement du régime ou même un changement du régime. Oui. Alors, et c'est ça le plus dangereux parce que on ne sait pas exactement le régime qui suivra, sera comment si on arrive à ce point-là. Et je trouve que les États-Unis et Israël ont des plans bien clairs afin de détruire totalement les capacités et les capacités de l'Iran. Oui. Alors, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi, vous avez mentionné les objectifs, on peut dire les objectifs, les vrais objectifs des États-Unis et d'Israël pour mener cette frappe contre l'Iran. Mais est-ce que vous voyez qu'ils ont atteint leur objectif avec ces frappes? On peut dire qu'ils ont réussi à atteindre leur objectif, soit la dénucléarisation de l'Iran ou détruire les infrastructures et qui ont été frappées fortement hier et renverser le régime. Est-ce que vous voyez que ces 3 objectifs ont été réalisés actuellement? Alors, on parle de 24 heures, plus ou moins, depuis le début de la guerre. Et je trouve que c'est très tôt de pouvoir arriver à cela. Mais je pense que ce qui a été achevé de la part des États-Unis et Israël n'est pas simple, n'est pas petit. Il reste une question très importante, c'est l'ampleur de cette guerre et à quel point les États-Unis et Israël ont l'intention de continuer jusqu'à le renversement total du régime iranien, si c'est ça leur désir. Et pour combien de temps ils vont continuer? Et puis jusqu'à maintenant, on n'a pas vu de riposte assez fort de l'État iranien. Est-ce qu'on va voir dans les heures qui viennent
une riposte sérieuse, que ce soit sur Tel Aviv ou sur les objectifs militaires américains dans la région. Ça, c'est jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu de fortes frappes sur ces cibles. Oui. Mais je pense que si l'Iran a l'intention de continuer dans cette guerre, oui. Elle a déjà déclaré oui, je m'excuse pour cette interruption, mais l'Iran a en effet déclaré qu'elle va mener une forte guerre contre les États-Unis et Israël. Oui. Permettez-moi de dire que l'Iran, depuis des semaines, elle déclare des choses très fortes et que le résultat jusqu'à maintenant est assez décevant en ce qui concerne la riposte iranienne. Je trouve qu'elle est très faible en voyant les cibles iraniennes qui ont été touchées, que ce soit à Téhéran ou dans les autres villes principales de l'Iran, tandis que les frappes sur le côté adversaire est beaucoup plus faible. Mais comme je vous dis, c'est les premières 24 heures. On s'attend dans les jours qui viennent et j'espère que ça ne va pas durer beaucoup plus qu'on arrivera à quelque chose. Mais le plus important, c'est à quel point les États-Unis et Israël pourraient continuer et s'ils sont prêts à supporter une riposte iranienne forte si cela viendra dans les heures ou les quelques jours qui viennent tout de suite. Alors, disons que tout dépendra de deux facteurs principaux. Je parle de l'Iran ici. Oui. La résilience de la société iranienne et le niveau de soutien extérieur. Et ça, c'est un point très important à discuter. Parce que jusqu'à maintenant, on voit que, par exemple, dans le cas d'Israël, les États-Unis donnent un soutien et un support inconditionnel pour Israël, que ce soit au niveau de l'armement, que ce soit à tout niveau. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'un soutien des superpuissances rivales à l'Iran de la même ampleur du soutien américain pour Israël? Ça, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu. Il y a des condamnations, oui, de ces superpuissances, mais il n'y a pas vraiment un soutien clair tel qu'on le voit au niveau des alliés américains, iraniens. Je veux dire, israéliens, pardon. Israéliens, je veux dire que l'Iran, à la fin du compte, est livré à son sort, parce qu'on ne voit pas de support et de soutien de ses alliés clair de la part des superpuissances internationales. Oui. Puisque vous avez mentionné ce sujet, alors vous avez mentionné au début de votre on peut dire, de votre parole avec moi. Alors, vous avez mentionné la force, la puissance de la force et comment l'Iran a répondu d'une façon, on peut dire, faible. Alors, j'ai remarqué hier comment l'Iran n'a pas utilisé sa forte puissance, mais nous savons très bien qu'elle possède ses forces. Alors, est-ce que vous voyez que c'est une stratégie pour, on peut dire, en finir avec les équipements, les tirs américains, les tirs israéliens, voir jusqu'à quel point ce que possèdent ces deux pays, on peut dire, c'est un genre de tactique? Je trouve que si c'est un genre de tactique, c'est très risqué. Parce que déjà, les résultats se sont vus. Oui. Je parle encore une fois de l'assassinat du suprême guide Ali Khamenei. Ça devait être un point tournant dans cette guerre. Même si c'était dans la première heure, il n'y a rien à perdre. Personne n'est isolé des frappes américaines et des frappes israéliennes. C'est très clair. Oui. Mais je parle ici où sont, par exemple, si on parle stratégiquement, est-ce que les alliés régionaux de l'Iran vont-ils agir, que ce soit au Yémen, comme on l'avait déclaré, les Houthis ont déclaré, que ce soit au niveau de Hezbollah au Liban, en Syrie, en Irak. Alors, où sont ces alliés-là? Est-ce qu'ils ont l'intention de riposter? Est-ce qu'ils ont l'intention d'aider l'Iran ou bien est-ce qu'ils ont été déjà neutralisés? Alors, il y a plusieurs niveaux qu'on ne voit pas jusqu'à maintenant. C'est pour ça que j'ai dit que c'est encore aucune réaction de voir. Et même, mais à la fin du compte, ce qui m'importe, c'est le soutien
qui viendra de la part, et je parle notamment de deux puissances externes, de la Russie et la Chine, qui sont des partenaires stratégiques de l'Iran. Mais je pense qu'à la fin du compte, on va avoir un soutien qui sera plutôt politique, économique même peut-être, mais vraisemblablement, je ne crois pas que ce sera un soutien militaire pour l'Iran. Et d'ici vient le danger que l'Iran est en train de mener cette guerre d'une manière isolée, seule, contre deux superpuissances militaires, pas seulement de la région, mais du monde. On parle de la première force mondiale, les États-Unis et Israël, qui constituent un des plus grandes armées du monde, et Iran, et toutes celles sont un support clair de la part des superpuissances internationales telles que la Russie et la Chine. Je ne demande pas qu'ils soient là, mais je suis simplement en train d'analyser la position de chacun des deux camps. Et c'est pour ça que je pense que peut-être cette guerre ne va pas durer quelques jours avant de déclarer un résultat clair pour tout le monde. Est-ce que vous voyez, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, est-ce que vous voyez que cette escalade pourrait avoir des effets sur on peut dire, les équilibres des pouvoirs, les équilibres régionaux qui se trouvent? Alors, permettez-moi d'être très franc et très lucide. Je trouve que le premier résultat de cette guerre, c'est la consolidation de l'hégémonie israélienne dans la région. Et ça, je trouve que c'est un résultat très dangereux. C'est pas seulement dangereux pour l'Iran, mais c'est pour tous les pays de la région. Et c'est pour ça que je trouve maintenant qu'il est utile de préciser que depuis la perte de pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi, et lui, il essaye à tout prix de moderniser, d'améliorer les capacités de l'armée égyptienne. Pas pour attaquer, mais pour pouvoir se défendre si un de ces jours on sera face à face à des puissances régionales de la région. La situation n'est pas tellement dans sa meilleure position vis-à-vis les puissances régionales. Mais je veux dire que maintenant, Israël, après avoir neutralisé plusieurs menaces de son point de vue régional et affaibli des différents acteurs, l'ouverture du front iranien avec ce soutien occidental total consacre certainement une supériorité stratégique majeure. Les États-Unis fournissent, comme on l'a déjà dit, une couverture politique, économique, militaire complète. Il n'y a pas de contraintes significantes imposées à Israël dans cette phase. On a vu même après 2 ans de génocide en Palestine et que toujours le support des États-Unis et même, si je peux dire, les pays occidentaux en leur majorité sont inconditionnels. Honnêtement, on doit admettre que Benjamin Netanyahu a réussi à convaincre Washington que l'affrontement avec l'Iran doit continuer et que c'est inévitable et stratégique. Et il a obtenu d'une manière claire l'engagement américain dans une opération qu'Israël n'aurait jamais pu mener seul avec cette ampleur, certainement. Alors, cela sûrement va redéfinir l'équilibre régional et consacre une certaine israélienne renforcée, au moins au court et moyen terme. Mais c'est clair, certainement, que certainement il y a certainement une supériorité israélienne maintenant. On a vu ça dans le discours de Benjamin Netanyahu hier, et que même le président Trump est en train de parler des efforts israéliens pour soutenir sa frappe. Alors c'est maintenant le président Trump qui remercie Israël pour son support pour cette frappe. Alors on doit parler finalement de quelques scénarios possibles. Alors il y aura un conflit court et intense sur l'Iran pour pouvoir obtenir des concessions iraniennes. Et si on arrive à une guerre d'usure prolongée, plusieurs jours ou semaines, alors ça va sûrement
toucher toute la région du point de vue économique et même militaire. On a vu déjà comment les pays arabes du Golfe notamment sont sujets à des frappes iraniennes, malgré que c'est une guerre qu'eux n'ont pas choisi à prendre, mais ils sont, à cause de la présence américaine dans ces pays et de l'influence américaine de ces pays, sont considérés comme des ennemis à l'Iran, parce que quand on frappe un pays tel que les Émirats ou l'Arabie Saoudite ou les autres pays du Golfe, alors là, on est en train de créer des ennemis sans raison dans cette jonction assez importante de l'histoire iranienne récente. Permettez-moi, monsieur l'ambassadeur, on a vu comment également les États arabes, les pays arabes, comme l'Arabie Saoudite, a refusé d'utiliser les bases militaires de la part des États-Unis pour mener des frappes contre l'Iran. Et malgré cela, l'Iran a touché ces pays arabes, malheureusement. Exactement, c'est pour ça que j'avais dit au début qu'on ne devait pas, et c'était une faute stratégique de la part de l'Iran, de créer des ennemis qui étaient au moins essayer d'être neutres dans ce conflit israélo-iranien. Mais malgré tout, alors l'Iran a considéré que la présence, la forte présence et influence américaine dans ces pays peut les qualifier comme ennemis, et du coup alors ils ont frappé ces pays avec de courts et moyens missiles, et je crains maintenant les longs missiles qui vont sûrement ou doivent atteindre Israël. Et là, un point ici assez important à préciser, c'est que le dôme de fer dont on parle toujours est précisément créé comme si elle était pour défendre Israël. Mais on n'a pas vu, malgré les alliances assez fortes entre les États-Unis et les pays du Golfe, on n'a pas vu ce dôme de fer déployé pour sécuriser les pays du Golfe, de la même manière qu'on a vu ce dôme-là sur Israël. Et alors, je trouve que cela montre les priorités de l'administration américaine dans la région. Puisque vous avez mentionné la situation des pays arabes, alors on a vu comment, permettez-moi votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Medhat El-Miligi, comment le président Abdel Fattah el-Sisi, il y a longtemps, il a appelé à former une force commune arabe, une force unie arabe qui regroupe tous les pays arabes. Alors, jusqu'à quand les pays arabes ne seront pas prêts pour répondre à cet appel qui a été fait par le président ici il y a longtemps? On peut dire même depuis le début de sa présidence, il a appelé à former une sorte de puissance arabe comme celle du Conseil de paix ou de... Exactement, mais c'est toujours le défi des pays arabes. Les pays arabes, on doit l'admettre, ne sont pas tous sur la même longueur d'onde, ne sont pas tous à la même hauteur des idées très importantes et cruciales du président Abdel Fattah el-Sisi. Et c'est pour ça qu'on voit des situations arabes qui ne sont pas à la hauteur des défis de la région. Et du coup aussi, on peut tous voir que même au niveau de la Ligue arabe, on trouve, et c'est un arrangement politique, on ne trouve pas le même soutien à moins que les pays sont eux-mêmes touchés. Alors, vous parlez ici d'une coordination militaire. Alors, si on n'est pas arrivé au politique, comment pensez-vous qu'on peut arriver au militaire? Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'individualité dans les positions des pays arabes, et c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment arrivé à pouvoir réaliser cette initiative, ou si j'ose dire même le rêve du président Abdel Fattah el-Sisi d'arriver à une je me souviens très bien des déclarations faites par son Excellence au début de son règne, quand il a pris le pouvoir, en disant que c'est seulement le chemin que j'ai besoin pour arriver, pour soutenir les pays du monde arabe s'ils ont besoin de l'aide de l'Égypte. On se souvient tous
des mots utilisés par son Excellence au début de son pouvoir quand il a parlé de cela. Mais est-ce qu'on a entendu des déclarations réciproques de la part de tous les pays arabes? Hélas, non, on n'a pas entendu cela. Ce qui prouve exactement mon point, c'est qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde, malgré des déclarations vides parfois de quelques leaders arabes qu'on est tous au soutien de chacun de l'autre. Mais ce n'est pas vrai et ce n'est pas vraiment avec la même sincérité dont parle le président Abdel Fattah el-Sisi. Oui, on a vu comment hier également le ministère des Affaires étrangères a condamné ces frappes contre les pays arabes frères et le président ici a déclaré qu'une frappe menée contre les pays arabes, elle est considérée comme une frappe contre l'Égypte, n'est-ce pas? Effectivement, et c'est pour ça que je répète pour la troisième fois que c'était une faute stratégique de la part des responsables iraniens d'attaquer les pays arabes qui peuvent, eux, faire partie d'une coalition même de pression sur les États-Unis d'arrêter cette guerre. Mais maintenant, alors ils ont fait, ou les Iraniens ont créé de ces pays du Golfe des ennemis, et voilà même la position d'Égypte prouve qu'on supporte. Alors, certainement, il y a aussi une condamnation à l'attaque américaine, parce que, si vous permettez, on ne doit pas oublier les bases des choses. Alors, on a un pays qui se considère maintenant comme une victime, et même il parle que c'était une frappe préventive contre l'Iran, et je ne sais pas préventive contre quoi exactement. Oui. Préactive et n'avait pas l'intention de frapper. Oui, préactive et préventive en même temps. Alors, je n'ai pas compris moi aussi ce que ça veut dire préactive et préventive. Exactement. Alors, si on parle d'une frappe préventive, ça veut dire que l'Iran avait l'intention de frapper Israël ou les États-Unis. Or, ce n'était pas le cas, mais simplement parce que cela donne un aspect défensif à l'acte israélien ou l'agression israélienne contre l'Iran. Il y a un point très important, c'est que c'est Israël qui a commencé, parce que cela permet aux États-Unis de rentrer dans cette guerre en soutenant Israël qui a déjà commencé la guerre, et non parce que c'est l'agression qui commence par les États-Unis. Mais ce sont des termes qu'Israël toujours utilise, comme elle a commis un génocide à Gaza, tout en qualifiant cela de défense contre le barbarisme de Hamas du 7 octobre, et qu'avec ça, elle a pu réussir à éliminer 100 000 Palestiniens, dont la majorité sont des enfants et des personnes âgées et des femmes. Bien sûr. Alors, on reprend aussi, alors, l'Iran commet ou a commis jusqu'à maintenant quelques fautes stratégiques en créant des ennemis dans les pays du Golfe, et j'espère que maintenant les attaques ou les contre-attaques ou les ripostes iraniennes seront dirigées vers leur point. Mais dernièrement, je dois préciser que Israël, qui mène cette frappe préventive, comme on l'a dit, jouit d'un arsenal nucléaire entre 80 et 200 têtes nucléaires, tandis que l'Iran a un programme nucléaire, selon ce qu'elle dit, destiné à des cibles pacifiques, civiles. Je m'excuse. L'Iran est un signataire de l'agrément de non-prolifération, tandis que l'Israël refuse d'être inspecté. Je tiens à vous remercier infiniment, monsieur, votre Excellence, monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, pour ces informations concernant l'escalade qui se déroule entre l'Iran et les États-Unis et Israël. Et restez avec nous pour la couverture qui va se poursuivre. Alors restez avec nous sur NATV International pour cette couverture. Merci.